ne l'appréciez jamais parce qu'elle vous paraît être, mais parce que le malade semble souffrir. Il n'est point de petite douleur pour celui qui souffre. Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Le sujet de l'émission d'aujourd'hui touche 14 millions de Français. Probablement dans notre famille, dans notre entourage, nos amis, nous connaissons tous quelqu'un qui est frappé par la douleur chronique. Pour parler de ce sujet essentiel, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Marc Lévesque. Bonjour Olivier. Alors Marc Lévesque, vous êtes neurochirurgien, mais vous allez peut-être nous en dire plus d'abord sur votre parcours, vous présenter en quelques mots. Voilà, je suis neurochirurgien actuellement à Libéral, en clinique privée à Marseille où j'exerce principalement la chirurgie de la douleur. Auparavant, j'étais à la petite salpêtrière et j'étais formé en France, en Belgique et au Canada, et j'ai commencé mon cursus par la psychiatrie. Alors, ça fait 2 ans que l'Institut Sapiens a fait de la douleur chronique une de ses grandes causes, et avec vous, un de nos fidèles experts, on se bat contre elle. Est-ce que vous pouvez commencer par nous résumer ou nous synthétiser, nous expliquer ce qu'est une douleur chronique? La douleur chronique, vous l'avez dit, elle touche beaucoup de nos concitoyens. Il n'y a pas une seule personne dans notre entourage qui n'est pas concernée. C'est toutes les douleurs qui évoluent depuis plus de 6 mois et qui, j'allais dire, évoluent à leur propre compte. C'est la douleur maladie. C'est plus un symptôme qui nous alerte que notre intégrité physique est en jeu, c'est-à-dire l'alarme. C'est en fait comme si l'alarme évolue à son propre compte, elle devient assourdissant et elle ne sert plus à rien. La douleur est devenue la maladie elle-même, Exactement. Elle n'est pas signe d'une maladie. Et comment aujourd'hui on essaye de la soigner? Quelles sont les thérapies les plus communes, peut-être les plus connues sur ces sujets-là? Parce que les gens évidemment essayent de réagir. Bien sûr. Non, c'est des douleurs qui sont usantes, qui détériorent la qualité de vie, qui détériorent le moral. Aujourd'hui, beaucoup, la première réponse, j'allais dire la plus facile, c'est la réponse chimique, la réponse médicamenteuse. Et bien souvent, cette réponse médicamenteuse, elle est insuffisante. Et elle n'est pas dénuée d'effets secondaires. Alors autant la réponse médicamenteuse, notamment les morphiniques, ont toute leur place dans les douleurs aiguës, les douleurs cancéreuses, ou même parfois même ces molécules ne sont pas suffisamment prescrites. Dans la douleur chronique, c'est tout autre chose. Et on y reviendra sans doute. C'est ça un des soucis aujourd'hui de la prise en charge de la douleur chronique, c'est qu'elle est un petit peu trop liée à notre culture du médicament. Alors on sait que les formes sont très diverses, mais est-ce qu'on peut proposer une typologie des principales formes de douleur chronique? Voilà, c'est vaste. Bon, il y a déjà beaucoup de céphalées, oui. Ça concerne une grande partie de la population. Ensuite, vous avez des douleurs qui sont les douleurs d'arthrose, qui concernent toutes les articulations et qui avancent avec l'âge. Plus on vieillit, plus on est douloureux. À partir de 70 ans, la moitié de la population est douloureuse. Des douleurs également féminines, on connaît l'endométriose, la fibromyalgie. La douleur touche plus particulièrement les femmes, plus particulièrement aussi les populations vulnérables. Plus on a des petits revenus, plus on va être exposé à la douleur. Et puis, encore parmi les douleurs, ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques, les douleurs qui vont être liées en fait au fait que le nerf a été abîmé au niveau des nerfs périphériques, de la moelle épinière, du cerveau, que ce soit par des maladies comme la sclérose en plaques, par des accidents ou même par des chirurgies. Donc il y a énormément aujourd'hui d'occasions de souffrir de douleurs chroniques et peut-être également dans le futur avec ce que j'appelle les 4 S, la sédentarité, la solitude, le surpoids, et puis aussi la sénescence, le fait que l'on vieillisse, comme je l'ai dit, plus on vieillit, plus on est sujet aux douleurs chroniques. Donc effectivement, c'est un sujet de société, avec aujourd'hui des réponses qui sont insuffisantes. Avec donc un sujet qui non seulement est important aujourd'hui, 14 millions on en parlait, mais qui donc a vocation probablement de façon assez mécanique à se développer, hélas, compte tenu de l'évolution de la population, de la sédentarité, de la sénescence dont vous parlez. Et peut-être aussi le fait que l'on a tendance de plus en plus à médicaliser certains problèmes sociaux. Le meilleur exemple, ça a été les États-Unis, avec cette crise des opioïdes qui est sans précédent, 100 000 morts
en 2021, près de 500 000 tombes, hein, et avec les tombes les plus voyantes, c'est celle de Prince, c'est celle de Michael Jackson. Mais aujourd'hui, c'est une véritable épidémie, un véritable fléau. Et il y a un travail qui était assez intéressant, quand je vous parlais de médicalisation des problèmes sociaux, c'est de voir que finalement, le vote Trump et les morts par overdose prescrits, cette cartographie du vote et des morts par overdose se superposaient, notamment dans toute la Rust Belt des États-Unis. Et ce qui montre que en fait, les populations, les gueules cassées de la mondialisation ont été assez touchées par cette crise des opioïdes, parce qu'on a en fait un petit peu médicalisé le mal-être avec les opioïdes. Ce qui fait du problème de la douleur chronique non seulement un problème social, un problème de santé publique, mais aussi un problème politique. Exactement, non, tout à fait. Alors pour en parler, pour partager vos idées, vos propositions, vous avez écrit chez Buchet-Chastel un livre, Libérons-nous de la douleur, avec en sous-titre des idées très très fortes, hein, les nouvelles techniques pour sortir du scandale de la douleur et du tout médicament. Alors il y a vraiment 3 idées. Le scandale de cette douleur, le scandale du tout médicament, et puis les nouvelles techniques. Est-ce que c'est vraiment ça le cœur de l'argumentation de votre propos dans ce livre, hein? Complètement. Alors ce qui est scandaleux aujourd'hui, c'est la prise en charge, même si les professionnels qui se démènent, hein, dans la spécialité qu'on appelle l'algologie, en fait, font ce qu'ils peuvent. Il y a seulement aujourd'hui 3% des patients qui réussissent à accéder à ces structures de douleur chronique. Hein, il y en a à peu près 300 centres qui sont sursaturés. Et 3%, c'est vraiment 3% des patients. Et là où encore on peut parler de scandale, c'est les 2/3 des patients qui souffrent de douleurs chroniques sont pas satisfaits de leur traitement, soit parce qu'il est inefficace, soit parce qu'ils en essuient un petit peu les effets indésirables. Et puis effectivement le scandale du tout médicament, c'est-à-dire qu'il y a ce réflexe qui est normal, parce que c'est un réflexe qui est assez simple pour le médecin et pour le patient, c'est-à-dire le médicament. On va prendre un médicament qui devrait régler le problème de la douleur, mais le problème de la douleur il est beaucoup plus complexe, il est biologique, mais parfois il devient psychologique et il devient social. Donc ça demande une prise en charge beaucoup plus globale qu'on peine à offrir, et la réponse médicamenteuse, la réponse chimique, elle est très souvent insuffisante avec les effets indésirables que l'on connaît. Alors sur les 3 idées, il y en a au moins une. Il y en a une qui est positive, c'est l'idée des nouvelles techniques. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? L'innovation, c'est vrai que Sapiens, là, dans le domaine du numérique et des nouvelles technologies, est bien positionné. C'est-à-dire que oui, il y a aujourd'hui des nouvelles technologies, et heureusement, si depuis 30 ans, au niveau de l'antalgie chimique, il n'y a eu aucune avancée significative, au niveau de la technologie, là, on est tout autrement. Hein, on a tous nos téléphones portables, avec une capacité qui est vertigineuse par rapport au téléphone qu'on avait il y a une trentaine d'années. Et c'est pareil pour les dispositifs. En fait, l'informatique embarquée, le métissage homme-machine est devenu beaucoup plus puissant, beaucoup plus intime. Et ces dispositifs, on arrive à les oublier comme on arrive à oublier la douleur. Et ces dispositifs, malheureusement, ils sont sous-utilisés. Alors, il n'y a pas seulement les dispositifs médicaux, de stimulation médulaire, de stimulation magnétique transcrânienne, de stimulation de la peau. Il y a aussi d'autres techniques non médicamenteuses comme l'activité physique, hein, dont la perle n'est pas assez belle, comme les thérapies cognitives comportementales, comme la méditation, comme l'hypnose, comme la musicothérapie. Tout ça, c'est des outils qui sont dans la boîte, mais qui sont malheureusement sous-utilisés parce que pas suffisamment connus et parfois non remboursés. Alors dans votre livre, vous expliquez que ces technologies de traitement de la douleur existent depuis très longtemps, et vous prenez même un exemple, vous montrez que ça fait 2000 ans qu'on utilise des animaux qui utilisent indirectement, on ne le savait pas à l'époque, des signaux électriques pour traiter la douleur. La douleur, c'est un processus électrochimique. Parce que le système nerveux, c'est un système électrochimique. Le chimique, c'est les synapses, les neuromédiateurs, et l'électricité, c'est l'électricité qui parcourt les axones, les câbles. Donc on peut agir sur la douleur via des molécules, via la chimie, mais également via l'électricité. Et partout il y a des nerfs, partout il y a des cibles
pour bloquer ou pour activer cette électricité, que ce soit au niveau de la peau, où il y a des récepteurs, que ce soit au niveau des nerfs, de la moelle épinière, des ganglions et du cerveau, avec par exemple la stimulation magnétique transcrânienne. Donc l'avantage de cette approche, elle est beaucoup plus focale. Alors qu'une molécule, elle circule dans tout l'organisme, et elle va aller là où elle n'a pas besoin et elle va se manifester par des effets secondaires. Pour la stimulation, elle est focale. Donc on va stimuler la zone douloureuse en épargnant le reste de l'organisme, et c'est ça qui en fait la force. Ouais, c'est beaucoup plus ciblé. Et donc il y a 2000 ans, on utilisait des poissons, voilà, c'est oui, ça hein on avait compris que la douleur c'était un signal électrique en fait quelque part, ou alors de façon pragmatique. Exactement, même d'un point de vue étymologique, les poissons, les torpilles, ça, en latin c'est torpedo, et torpedo ça donnait torpeur, hein, l'état un petit peu que l'on ressent quand on est un peu assoupi. Et un autre mot grec qui nomme le poisson électrique, c'est narco. Narco, ça donnait la narcose. Donc finalement, les racines étymologiques là, du poisson électrique, en grec et en latin, ça préfigure un petit peu l'anesthésie. Hein. Et donc les premières anesthésies qu'on a pu avoir, c'était des anesthésies électriques, avec les poissons électriques. Et on traitait effectivement, il y a 2000 ans et même plus, même au temps des pharaons, certaines migraines, certaines gouttes. Bon, le problème, c'est qu'il était très difficile de domestiquer l'électricité. Tout le monde n'avait pas accès aux poissons électriques. Supposons que j'ai une douleur chronique, que je sois convaincu par la technologie. Qu'est-ce que je fais ? Je viens vous voir directement et vous m'implantez un système ? Comment ça se passe ? Ouais, déjà, il faut savoir que la technique existe. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça que c'est bien que Sapiens se soit un petit peu emparé du sujet, parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances, et déjà le fait de savoir que ça existe, c'est un premier pas. Ensuite, il faut se diriger vers... Alors, le problème des centres de la douleur, c'est qu'ils sont sursaturés. Il faut prendre son ticket d'attente, ou alors s'adresser directement à des professionnels qui vont faire ce type de chirurgie. Mais de toute façon, à un moment donné, quoi qu'il en soit, vous serez obligé de passer par ces centres de la douleur chronique pour valider l'indication et le fait que l'on mette ce dispositif implantable, qui est efficace, mais également qui est onéreux. C'est pour ça qu'il y a certaines restrictions et que c'est une décision multidisciplinaire qui est prise pour pouvoir poser ces dispositifs de stimulation, notamment médulaire. Alors, avant d'y revenir, donc ces centres, dont on a compris qu'ils étaient sursaturés, 3% seulement des patients, donc c'est un point de passage obligé. Est-ce qu'on peut espérer que les pouvoirs publics peut-être aiguillent des moyens nouveaux, ou que des organisations fassent qu'il soit plus facile d'y avoir accès ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai juste l'impression que j'ai 3 chances sur 100 en fait, d'arriver à mes fins en allant vers un de ces centres. Voilà, il faut de la patience, et le temps, c'est de la douleur. Ben oui. Alors, comment y remédier ? Bon, je pense qu'on verra le quinquennat qui arrive, mais il faudrait déjà que la douleur, l'algologie, la spécialité de la douleur, soit reconnue comme une spécialité à part entière, ce qui permettrait à la spécialité de se structurer, et puis ça attirerait aussi des talents. Hein. Ça sera un signal aussi pour les jeunes de se diriger vers pour l'instant, ce parent pauvre de la médecine. Et plus il y aura de jeunes, plus il y aura aussi de possibilités d'installation en libéral. Mais ça aussi, ça passe par un modèle économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les actes de médecine de la douleur sont pas très rentables, voire parfois ne sont pas remboursés. Hein. Aujourd'hui, c'est le cas avec la stimulation magnétique transcrânienne, qui est une technique efficace qui permet de soulager près de 50% des patients avec au moins 30% de douleur au moins. Il n'y a pas de codification. Donc, il y a un petit peu des sortes de codage par assimilation, une sorte de magouille qui peut se faire, mais voilà, donc les centres hésitent un petit peu à s'équiper de ce type de matériel, et du coup, on n'a pas accès à ces dispositifs. Donc, ça passe effectivement par la formation, ça passe par une revalorisation vraiment significatif des actes, hein, parce que en fait les actes n'ont pas progressé aussi rapidement que la technologie. Hein, on est sur des codifications qu'on appelle CCAM qui datent de 20-30 ans, alors qu'en 20 ans, on l'a vu, on a fait des pas de géant. Et puis également, ça passe par le développement de la médecine de la douleur
en libéral, de façon à mailler davantage le territoire, parce qu'actuellement il y a un hospitalocentrisme, c'est-à-dire que vous accédez au centre de la douleur via l'hôpital. C'est un peu comme si vous accédiez à votre médecin généraliste via les urgences. Donc il faudrait davantage, entre guillemets, de médecins généralistes de la douleur, de façon à permettre aussi des coupes-fils et puis à avoir une première réponse, pas forcément médicamenteuse, avant les centres de la douleur chronique. Alors quel est le rôle de mon médecin traitant, même s'il n'est pas spécialisé dans la douleur, si je suis douloureux chronique, je vais le voir et il est capable de m'orienter, de me mettre sur le chemin? Bien sûr, il va vous faire ce qu'on appelle une lettre d'adressage pour prendre un petit peu votre ticket d'attente dans un centre de la douleur chronique et en attendant, il va essayer de vous soulager. Le problème, c'est qu'à sa disposition, il a pas grand-chose que les médicaments. Et c'est bien là tout le problème, c'est que aujourd'hui, les thérapies un peu innovantes ou alternatives non médicamenteuses, elles sont surtout accessibles via ces centres de la douleur. Et donc on en revient au même. Si on veut proposer autre chose, l'hypnose qui n'est pas remboursée, les thérapies cognitives comportementales qui ne le sont pas forcément, la méditation, certaines techniques de neuromodulation, il faut passer par ces centres de la douleur. Si par exemple vous voulez mettre de la TENS, quelque chose qui est très efficace, c'est-à-dire des électrodes que vous mettez sur la peau qui brouillent le message douloureux, il faut être plus ou moins affilié à un centre de la douleur chronique. Donc le médecin généraliste a plus de facilité finalement dans la douleur chronique à prescrire des morphiniques que ce dispositif simple qui est la stimulation électrique cutanée qui a fait la preuve de son innocuité et aussi de son efficacité. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas ces technologies, comment concrètement on vit au jour le jour avec ça, ces technologies qui peuvent peut-être faire un peu peur, transcrânien, un système qui est implanté. Est-ce qu'on peut donner une idée de la façon dont ça fonctionne dans la vie d'un patient qui a reçu ce traitement? Il y a effectivement des dispositifs qui sont implantés. Le principal, c'est la stimulation de la moelle épinière. C'est une sorte de petit boîtier que j'aurais dû amener avec une électrode qui va être, c'est l'équivalent d'un pacemaker. Un pacemaker contre, ça on connaît bien, c'est utilisé beaucoup. Et l'idée aujourd'hui, c'est une technologie qui est vraiment arrivée à maturité. L'idée, comme je vous le disais, c'est qu'on oublie le dispositif comme on oublie la douleur. Donc en fait, il est suffisamment automatisé pour ne plus avoir à y penser. Alors bien sûr, on a une télécommande pour le jour où on veut passer une IRM ou un examen, on l'éteint. Ou si parfois on veut augmenter la stimulation, on va avoir une petite, comme un téléphone qui permet d'interagir avec le dispositif, mais il est suffisamment autonome pour qu'on puisse l'oublier comme cette douleur. Et pour ce qui est des autres techniques, la TENS et la stimulation magnétique transcrânienne, c'est des techniques qui sont totalement non invasives. La seule chose, c'est qu'elles ne sont pas tellement accessibles. La TENS, il faut que ce soit un praticien affilié à un centre de la douleur. Et la RTMS, il y a aujourd'hui un vrai problème de facturation, alors que c'est une technique efficace. Dans votre livre, à la page 93, j'avais envie d'y revenir, vous donnez une citation très ancienne, de 1799, de Marie-Antoine Petit, qui est un chirurgien français, et qui dit « Ne l'appréciez jamais par ce qu'elle vous paraît être, mais parce que le malade semble souffrir. Il n'est point de petite douleur pour celui qui souffre. » Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on prend en compte, que le système de santé prend en compte la douleur de façon satisfaisante, qu'on écoute le douloureux? Alors ça, il y a eu quand même des progrès. Il y a eu des progrès, ça, incontestables, dans la médecine, au niveau des praticiens, des soignants, ça incontestablement. Et puis cette phrase-là, qui était très, très en avant sur son temps, en fait, c'était de dire que la douleur, elle ne se prouve pas, elle s'éprouve. À partir du moment où le patient vous dit qu'il a mal, vous devez le croire. Il n'y a d'ailleurs pas de... Il n'y a pas de moyen de capter, d'authentifier d'évaluer la douleur. La douleur, en fait, c'est ce qu'on ressent, point barre. Alors peut-être qu'elle va être amplifiée par des facteurs génétiques, peut-être qu'elle va être amplifiée par des facteurs culturels aussi, ou en fonction de l'âge, etc. Mais au bout du compte, ce qui est important, c'est que le patient vous dit qu'il a mal, il a très mal, et c'est ça que l'on doit traiter. Il y avait une autre phrase aussi d'un autre chirurgien beaucoup plus contemporain, le Riche, qui disait la seule douleur qu'on supporte, c'est celle des autres. C'est vrai que quand on est dans le domaine de la douleur,
il faut faire il y a une part d'empathie à faire. Il faut vraiment et c'est vrai que parfois il faut avoir souffert pour se rendre compte à quel point ce sinistre cadeau peut enlaidir et massacrer le quotidien et la qualité de vie et le moral. C'est peut-être son drame. Il est impossible de l'objectiver, elle est forcément subjective en fait. Alors que la plupart des autres, des affections, on arrive à les objectiver, on a des traces, des évaluations, on a quelque chose de visible. Ça, c'est un des problèmes parce que un patient qui a mal au dos, voilà, on peut l'accuser de toutes sortes de tir au flanc, de simulation, etc. C'est ça le drame, alors qu'en fait finalement rares sont les patients qui jouent avec ça, et puis finalement il y a quand même toutes sortes ensuite d'autres éléments qui permettent d'objectifier, d'authentifier, si tant est qu'il y ait besoin d'authentifier cette douleur. À propos d'objectivation, ça me fait penser qu'une chose qu'on néglige aussi, c'est l'impact économique de cette douleur. Colossal. Qui est immense, effectivement. Colossal, je crois que c'est 40 millions de journées perdues chaque année. C'est des gens qui ne travaillent plus du tout, évidemment, du coup, qui deviennent une source de coût plutôt qu'une source de production de cotisation, naturellement. Sans parler, évidemment, de la qualité de vie, ça c'est sûr. L'absentéisme, c'est une des premières, la douleur, c'est parmi les premières raisons d'arrêt du travail, de maladies professionnelles. Et c'est ça aussi qui est dommage, parce que quand on réfléchit finalement au niveau médico-économique, notamment avec les médicaments, c'est un coût assez lissé sur le temps. On ne voit pas les à côté, ce que ça induit comme effet indésirable. Quand vous êtes sur morphinique ou sur antiépileptique, vous ne pouvez plus conduire. À partir du moment où vous ne pouvez plus conduire, vous ne pouvez plus travailler. Et puis de l'autre côté, on montre ces dispositifs implantés qui ont un coût effectivement important. On parle de 10 à 15 000 euros, mais qui parfois permettent de reprendre l'activité professionnelle, permettent de se sevrer de ces molécules qui embuaient un petit peu l'existence, qui rendaient irritable, qui entraînaient des troubles, des prises de poids, des troubles sexuels, etc. Et ça, c'est un coût, ou même une économie, qui est très difficile à chiffrer. Il y a eu des études qui montrent qu'un neurostimulateur, au bout de 2 ans, c'est remboursé. Mais bon, voilà, 15 000 euros d'un seul coup, vis-à-vis par rapport à une molécule, un médicament qui est acheté, on a l'impression que les médicaments sont plus économiques, mais voilà, on oublie une partie du problème. On a un problème comptable. Dans un cas, on a l'habitude d'OPEX, Operational Expenditures, donc c'est lissé, effectivement, c'est sur la durée, mais une fois que c'est payé, finalement, c'est relativement oublié, puis ça paraît normal. Et puis il y a le CAPEX, où on a à un moment donné une dépense avec la différence qui est difficile à voir, parce que par définition, on a annulé les dépenses qu'on verra jamais. Et, voilà. Et elles sont moins douloureuses, ces dépenses, n'est-ce pas, pour l'administration, puisque pour notre système, puisqu'elles sont pas réalisées. Alors, si on doit synthétiser ce qui limite aujourd'hui le développement de ces nouvelles technologies de traitement de la douleur, on a parlé de la formation des professionnels de santé, on a parlé du nombre de centres de santé, leur accessibilité. Est-ce qu'il y a aussi, tout bêtement, la diffusion de l'information, peut-être ça elle est primordiale, la diffusion de l'information, parce que il y a seulement une vingtaine d'heures sur 5000 qui sont consacrées à la douleur dans les études de médecine. Et puis, comme je vous le disais, ces techniques qui sont récentes, mais il y a également certaines thérapies médicamenteuses qui arrivent, des topiques, du piment, de la toxine botulique que l'on applique, et toute l'explosion de la neuromodulation, elle est assez récente. Donc les patients, les praticiens n'ont pas forcément été formés à ces nouvelles techniques médicamenteuses et non médicamenteuses. Et parfois, de plus en plus, grâce notamment aux réseaux sociaux, les patients vont chercher l'information et viennent voir leur praticien pour leur parler d'une solution contre la douleur que le médecin ne connaissait pas forcément. Alors pour finir, la dernière question traditionnelle de Sapiens Sapiens, c'est celle de la vocation. Comment choisit-on d'être médecin, chirurgien, neurochirurgien, et puis de s'intéresser à cette question particulière de la douleur?
Voilà, ouais, ça c'est l'itinéraire personnel. Bon, je vous l'ai dit, j'étais intéressé par la psychiatrie au début de ma carrière, sauf que bon, la psychiatrie c'est un métier très, très dur d'un point de vue de la relation avec les patients hein, qui demandent beaucoup. Intellectuellement aussi, ça demande beaucoup, il y a beaucoup d'outils à disposition. À côté de ça, effectivement, la chirurgie, le résultat paraît plus immédiat, c'est plus cadré, c'est plus rassurant. Donc voilà, j'ai trouvé un peu une alliance des deux avec beaucoup de gratification parce que en fait, quand vous faites la chirurgie de la douleur, vous avez un résultat qui est immédiat. Hein. Vous vous retrouvez, quand vous remontez du bloc opératoire, vous allez voir le patient en chambre, vous retrouvez le sourire sur son visage, vous recevez les jours qui suivent des SMS comme quoi il a été capable de reprendre un petit peu sa fille dans ses bras, de l'emmener à l'école, etc. Et bon, ça c'est une récompense qui n'a pas de prix et qui me permet de garder la flamme. Merci beaucoup Marc Lévesque, merci. Merci Olivier Wabo.